Cactus 1549, heure d'oiseau, perte de poussée sur les deux moteurs. On risque de finir dans l'Hudson. New York, 15 janvier 2009. Un Airbus A320 va percuter les eaux glaciales de l'Hudson avec 155 personnes à son bord. Au siège 16A, un cadre financier nommé Fred Beretta s'assoupit, un livre posé sur les genoux. Seven Secrets of the Eucharistie. Il ignore que dans 3 minutes, l'avion sera privé de tous ses moteurs. Et qu'au-dessus de New York, personne ne sait encore s'il existe une issue. 15 heures passées à l'aéroport LaGuardia. Moins 7 degrés au thermomètre, un vent coupant et les eaux sombres de l'Hudson qui charrient déjà des blocs de glace. Au comptoir US Airways, les passagers embarquent pour une liaison sans histoire vers Charlotte, en Caroline du Nord. 150 passagers, 5 membres d'équipage. Pendant que la cabine s'installe, à l'avant, 2 hommes s'enferment dans le cockpit. À gauche, le commandant Chesley Sullenberger. Tout le monde l'appelle Sully. 57 ans, cheveux blancs coupés courts, une petite moustache taillée au millimètre, un ancien pilote de chasse de l'Air Force obsédé par les procédures de sécurité. Un vrai taiseux. À droite, le copilote Jeff Skiles, 49 ans. 20 000 heures de vol, mais c'est son tout premier vol en ligne sur l'A320. Sully ajuste son casque. Prêt, Jeff? Prêt. 15h25. L'Airbus rugit, dévore le tarmac et s'arrache du sol. L'appareil monte au-dessus du Bronx. Au siège 16A, juste derrière l'aile gauche, Fred Beretta ferme doucement les yeux. 1 minute passe, 2 minutes, 900 mètres d'altitude, la routine. Mais à cette seconde précise, le destin se met en travers de leur route. À travers le pare-brise, Sully voit fondre sur eux une nuée sombre, une escadrille de bernaches du Canada, des volatiles de plusieurs kilos lancés à pleine vitesse. Sully a juste le temps de murmurer « Oiseau ». Le choc est titanesque. La carlingue vibre comme une tôle froissée. En cabine, Fred Beretta est arraché à son sommeil. Par le hublot du 16A, le moteur gauche crache des gerbes de flammes. Dans les rangées, une odeur âcre d'oiseaux brûlés envahit immédiatement l'air par la climatisation. Et dans le cockpit, le silence. Un silence de mort. Les 2 réacteurs viennent de lâcher simultanément. L'A320 n'est plus qu'une masse de 70 tonnes de métal, sans propulsion, transformée en planeur au-dessus d'une des villes les plus denses de la planète. Et l'altimètre dégringole. Pas un cri, pas un geste parasite. Sully reprend immédiatement la main. Je les commande. Tu as les commandes, répond instantanément Skiles. Premier réflexe d'un vétéran, Sully enclenche l'APU, le générateur auxiliaire de secours, garantissant l'alimentation électrique et hydraulique vitale pour continuer à diriger l'appareil. Pendant que Skiles applique la checklist de rallumage d'urgence, Sully ouvre la fréquence. Mayday, Mayday, Mayday. Cactus 1649, heure d'oiseau. Perte de poussée sur les 2 moteurs. On fait demi-tour. Au centre radar, le contrôleur Patrick Harton sursaute en voyant la trajectoire de l'avion s'affaisser. Piste 13 disponible.
Voulez-vous la tenter ? Dans le cockpit, Sully jauge la vitesse de descente. Virer à 180 degrés sans moteur mènerait tout droit au décrochage au-dessus des zones résidentielles. Impossible. Arten tente une alternative dans l'urgence. Piste 1 disponible à Teterboro. Teterboro est un petit aéroport tout proche de Manhattan. Sully jette un coup d'œil par la vitre latérale. Sous ses ailes, Manhattan. Des millions d'habitants, une mer de gratte-ciel. Teterboro est trop loin. Les turbines restent éteintes. Il n'existe plus qu'un seul couloir dégagé, le fleuve. On ne pourra pas. On va finir dans l'Hudson. Arten pétrifié. Cactus 1549. Répétez, vous êtes toujours là ? Mais Sully ne répond plus. Il est déjà concentré sur sa trajectoire. L'Airbus passe juste au-dessus du pont George Washington. En cabine, le doute n'est plus permis. Par les hublots, les façades d'immeubles défilent à hauteur d'yeux, puis l'eau sombre grandit à vue d'œil. Au rang 12, un gobelet roule vers l'avant le long de l'allée inclinée. Fred Beretta serre son livre contre sa poitrine et prie. Sully active l'interphone cabine. Ici le commandant de bord. Préparez-vous à l'impact. Les membres d'équipage scandent l'ordre d'une seule voix. Baissez la tête, restez baissés. Baissez la tête, restez baissés. Dans le cockpit, Sully pilote au millimètre. Pour amérir sans pulvériser la carlingue, il doit cabrer le nez juste assez pour poser l'avion à plat. Les ailes rigoureusement horizontales. Une seconde d'inattention et une aile accroche l'eau pour disloquer l'appareil. « 15h30 et 43 secondes. L'Airbus heurte la surface de l'Hudson. Une décélération brutale déchire l'arrière du fuselage. Mais la cellule tient bon. L'avion glisse, ralentit, puis se stabilise. L'appareil flotte. L'eau à 0 degré s'engouffre immédiatement par l'arrière. À l'avant, l'équipage ouvre les issues. Évacuez, laissez toutes vos affaires, avancez vers les ailes. Les passagers se déploient sur les ailes et les toboggans. Sur les berges, les capitaines des ferries de la New York Waterway ont assisté à l'amérissage. Sans attendre la moindre consigne, ils braquent et foncent vers l'épave. En moins de 4 minutes, les premières passerelles touchent les ailes pour hisser les rescapés à bord. Dans la cabine, submergé jusqu'aux genoux, un homme avance avec une lampe torche. Chesley Sullenberger. Il inspecte chaque allée, vérifie chaque rangée une dernière fois. Personne, puis il quitte l'appareil en dernier. « 3 minutes et demie. C'est le temps exact écoulé entre l'impact d'oiseau et l'amérissage. 155 personnes à bord, 155 survivants. Dans les mois qui ont suivi, les commissions d'enquête ont pourtant cherché la faille. Des dizaines de pilotes d'essai ont été placés dans des simulateurs de vol. Et les premiers rapports étaient troublants. Dans une simulation où le pilote engage un virage dès la panne moteur, l'avion parvient à rallier une piste d'atterrissage. Le retour à terre était possible. Mais ces simulations omettaient une variable déterminante, le facteur humain. Dans la réalité, aucun équipage ne réagit à la milliseconde. Il faut du temps pour identifier l'avarie,
du temps pour assimiler l'urgence, du temps pour écouter la tour, pour observer le paysage et trancher. Lorsque les enquêteurs ont intégré ce délai de réaction dans les tests, le verdict s'est inversé. Toutes les tentatives de retour sur une piste se sont soldées par un crash sur New York. L'Hudson était l'unique issue. Pour le monde entier, cet après-midi de janvier restera le miracle de l'Hudson. Mais derrière le mot miracle, il n'y avait aucune magie. Il y avait de l'expérience, de l'entraînement, du sang-froid, et cette faculté propre à l'être humain, celle de comprendre une situation nouvelle, d'en mesurer le danger et de choisir, malgré l'incertitude, en quelques secondes, avec 155 vies derrière lui.